Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Encore une fois, ce sera la dernière, je vous rassure. Je suis ravi de vous accueillir tous et je suis ravi de recevoir Maître Juan Branco pour pouvoir échanger avec lui librement. Donc, vous pourrez poser vos questions, rassurez-vous, que ce soit dans le chat ou en fin d'agora, comme d'habitude, pour monter en tribune et pouvoir poser directement vos questions, pardon, sur le sujet qui nous anime ce soir, la conscription nationale. Donc l'occasion va être faite à Maître Branco d'exposer un peu plus sa vision de ce point du projet, développer cette idée et interagir avec les abeilles, puisque comme d'habitude, ce mouvement étant un mouvement citoyen et participatif, on attend de nous tous qu'on puisse interagir et donner notre idée dans le cadre de la précédente agora, le précédent échange qui avait été fait sur le thème de la laïcité. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Juan, je suis ravi de vous accueillir. J'espère que vous m'entendez correctement. Parfaitement, j'espère que c'est le cas aussi de votre côté. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents pour ce débat en petit comité ce vendredi fin d'après-midi. On est entre cette conférence et une intervention que l'on nous a demandé de faire à Sartrouville pour soutenir une liste citoyenne qui s'est lancée contre un élu cumulard qui gagne depuis plus de 10 ans plus de 30 000 euros par mois grâce à de l'argent public. Et je suis ravi d'ouvrir cette discussion sur un sujet qui est très important, à un moment où les rapports de force historiques sont en train de basculer à l'échelle mondiale et la question de la définition de notre nation se pose avec une acuité particulière. La question de la conscription, elle a été enterrée après une décision prise par Jacques Chirac, alors même que ça n'avait pas fait l'objet d'un débat public lors des élections présidentielles de 1995. Par sa suppression au profit d'une armée de métiers qui a fait l'objet par la suite de peu de délibérations qui concernaient les bienfaits ou les méfaits de cette décision. Aujourd'hui, notre armée de métiers nous permet de nous projeter sur des terrains à l'étranger sous la forme d'interventions avec des petits corps qui peuvent être mobilisés. Et notamment en ce qui concerne aujourd'hui la situation actuelle, en réalité, un peu moins de 50 000 militaires mobilisables. Donc c'est une armée qui pourrait être projetée sur un terrain d'affrontement qui nécessairement serait relativement limité. C'est ce qui explique les difficultés que l'on a à avoir une politique cohérente, notamment à l'égard du conflit russo-ukrainien. Nous sommes dans une situation où nous serions incapables de accompagner une confrontation avec une puissance comme la Russie sur plusieurs terrains en simultané, en l'occurrence l'Ukraine et disons les pays baltes, et ce alors que de plus en plus l'inquiétude croît au sein des élites dirigeantes européennes de ce que la Fédération de Russie serait prête à ouvrir cette confrontation. Donc il y a autour de la conscription d'abord une question purement matérielle liée à des capacités de mobilisation et à la suffisance d'un appareil militaire qui a été réduit après la fin de la guerre froide, à une époque où l'on pensait que l'on ne serait plus amené à avoir des confrontations directes qui pourraient engager la France sur des territoires qui soient proches et non pas sur le modèle actuel qui est plutôt néocolonial dans des terrains éloignés afin de préserver des intérêts liés à l'État ou à la place dirigeante, à nos classes dirigeantes, comme cela a été le cas ces dernières années. Premier point donc important qui est de savoir s'il ne faut pas réajuster cet instrument de puissance et de mort qu'est l'armée, notamment dans une perspective offensive. Évidemment, vous le savez, notre mouvement n'a pas vocation à alimenter ni à contribuer à une quelconque dynamique politique qui chercherait à nous porter à la guerre et surtout à des guerres qui ne concernent pas nos intérêts. Et nous sommes pour une redéfinition des intérêts vitaux de la France qui exclut de façon définitive les États européens qui aujourd'hui seraient susceptibles de nous emporter une confrontation avec une puissance militaire nucléaire comme la Russie du fait d'une évolution des rapports de force, disons, entre un des pays baltes et celle-ci. La deuxième question, évidemment,
est liée à l'intérieur et à la définition identitaire de notre pays et de notre appartenance à la nation. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans une situation où l'État et l'appartenance à la France est devenu strictement quelque chose qui est censé nous apporter des droits et des protections, et qui, à part à travers l'impôt, ne nous impose pas des devoirs, notamment de contribution à la construction de la société. C'est une question qui est très mobilisée par des mouvements idéologiques liés à la droite, et évidemment aussi identitaires, mais dont je considère qu'il est important que l'on s'y confronte avec, en sens inverse, mais toujours sur la même thématique, au sein du mouvement de gauche progressiste, un attachement qui a pu exister à l'égard de la conscription chez des milieux qui n'étaient pas antimilitaristes, notamment lié au fait que l'armée était censée être un creuset républicain, c'est ainsi qu'elle a été pensée à partir de la Révolution française, pour mélanger les personnes, quelle que soit leur origine et leur classe sociale. Et enfin, il y a une question peut-être qui devrait être au cœur de notre réflexion, et que je vous soumets, qui est hybride, et qui consiste à penser que selon le modèle d'armée qu'adopte un pays, le même pays va avoir une politique étrangère et un rapport à la conflictualité qui va être différencié. J'essaie de m'expliquer. Nous avons un pays qui est frontalier, voisin, qui a adopté la conscription, une conscription assez rigoureuse, avec non seulement un service militaire, mais également des obligations d'engagement qui concernent la réserve de cette armée, qui pourtant est un pays profondément pacifiste à la fois dans sa diplomatie et politique étrangère, mais aussi dans ses engagements factuels. Il s'agit de la Confédération suisse. Et ce n'est peut-être pas un hasard, dans le sens où avoir un modèle d'armée de conscription plutôt que d'armée de métier peut réduire l'hubris de nos dirigeants et j'allais dire leur pulsion, mais en tout cas leur tentation de mobiliser notre armée, non pas à des fins strictes de protection de la nation et de notre territoire, mais dans des aventures qui pourraient servir tel ou tel intérêt, ou même, à première vue, servir l'humanité à travers des questions idéologiques ou liées à la défense d'un certain nombre de valeurs, et qui, in fine, en réalité, risquent de générer de la violence, de la mort par les clochers. Une armée de conscription qui implique l'engagement de citoyens, non seulement les amène, eux, à réfléchir et à se saisir de ces questions, et non pas à les déléguer, comme c'est trop le cas aujourd'hui, à leurs représentants et aux politiciens, et d'autre part, inhibe aussi les politiciens dans leur utilisation trop excessive ou trop facile de cet instrument. En tout cas, on peut imaginer que ce soit le cas, et qu'en conséquence, l'adoption d'un modèle de conscription, quelque part, amènerait notre nation dans son ensemble à ses responsabilités et à se montrer plus concentrée sur la défense de ses intérêts immédiats et plus concentrée sur la défense de son territoire, plutôt que, comme c'est le cas aujourd'hui, avec cette armée de métier, dans des aventures qui permettent certes de gagner des galons, mais qui en réalité ne servent pas les intérêts de l'humanité. Voilà les éléments que je souhaitais mettre en discussion, et je suis maintenant tout oui pour entendre les perspectives qui pourraient être adoptées par chacun et chacune d'entre vous, et éventuellement les contradictions qui pourraient en être. Merci en tout cas d'être là, et nous sommes tous désormais à votre écoute. Merci beaucoup pour cette introduction et effectivement, avant de revenir sur le point que vous évoquiez, à savoir, peut-être la dimension un peu psychologique et finalement de paradigme sociétal d'une société dont les individus ont été érigés en point central et qui sont, pourraient du moins être caractérisés comme focalisés sur leurs droits plutôt que sur leurs devoirs. Est-ce qu'on peut au préalable revenir sur les éléments qui servent d'argumentaire qu'ont servi d'argumentaire pardon, à l'abandon de la conscription, à savoir un changement du paradigme de la guerre, avec l'abandon de ces grandes armées numériquement fortes au profit de troupes spécialisées d'une part, et puis d'une puissance balistique et nucléaire d'autre part, et puis l'impact économique, la charge économique
que la conscription et notamment le service militaire faisait porter sur le pays? Je pense il faut avoir à l'esprit d'abord, et c'est pour ça que nous remettons ces questions au centre des débats, qu'il n'y a pas eu de débat public sur ce sujet organisé et structuré autour notamment d'un référendum, ni même au cours d'une campagne politique au cours de laquelle ce serait devenu un sujet de confrontation idéologique entre plusieurs forces. Et ce seul élément justifie qu'on s'interroge d'une part, mais surtout qu'on se propose d'interroger les Français sur leur adhésion ou non à cette décision. Comme je le disais dans mon introduction, l'évolution telle qu'elle était anticipée de la conflictualité à l'échelle internationale avait été l'argument clé qui avait amené à cette décision et qui notamment a aussi amené en parallèle au renoncement à de nombreuses branches d'importance au sein de notre armée, y compris par exemple le nombre de chars que nous avions à disposition, qui est aujourd'hui, en termes opérationnels, réduit à la portion congrue et ne nous permettrait pas de tenir que plus de quelques jours dans le cadre d'une conflictualité importante. On pensait qu'avec l'achèvement et la chute de l'URSS, la menace d'une guerre sur notre continent était caduque, d'autant plus que par ailleurs, dans nos autres environnements proches, c'est-à-dire le Maghreb et évidemment le reste de l'Union européenne, il n'y avait soit que des États faibles d'un point de vue militaire, soit que des États qui, du fait d'alliances solides, notamment entre l'Union européenne et leur appartenance à l'OTAN, ne présentaient une quelconque menace. Il y avait aussi un choix idéologique qui s'est renforcé notamment avec la réintégration du commandement intégré par Nicolas Sarkozy de l'OTAN, qui consistait à se vivre et à s'accepter comme faisant partie d'un grand ensemble dirigé et dominé par les États-Unis, qui en quelque sorte avait la charge de la protection de nos intérêts et qui expliquait que l'on n'ait plus besoin d'une armée de métier, qu'on ait juste besoin d'une armée qui nous permette d'intervenir ponctuellement dans nos espaces d'influence, notamment les anciennes colonies que nous avons pu avoir en Afrique de l'Ouest. Il y avait enfin, évidemment, la question budgétaire avec le choix du maintien de la dissuasion nucléaire, d'une dissuasion nucléaire qui a d'ailleurs été réduite dans les années qui ont suivi la décision de l'abandon de l'armée de métier, avec notamment l'abandon de sa composante terrestre au profit seulement de ses composantes aériennes et maritimes, donc les sous-marins euh, nucléaires lanceurs d'engins et de Charles de Gaulle, avec les Rafale qui sont porteurs de chars nucléaires qui permettent théoriquement de pouvoir frapper en n'importe quel temps et en n'importe quelle circonstance, y compris si les centres de pouvoir étaient désactivés. Donc tous ces éléments combinés sont radicalement remis en question en réalité par le conflit russo-ukrainien ont participé, voire présidé à cette décision. Beaucoup de choses n'avaient pas été anticipées, c'est-à-dire non seulement les éléments qui ont déjà été invoqués concernant la fonction de cohésion qui peut être contestée que générait le service militaire, d'autant plus contestable malheureusement que le nombre d'exceptions était devenu gigantesque et que en réalité il y avait plusieurs classes de service militaire. Mais un autre élément qui est parfois pas assez souligné, c'était aussi la cohésion territoriale, avec le rôle que jouaient les nombreuses casernes qui ont été fermées dans la foulée et qui faisaient vivre des territoires dans certains de nos pays qui ont beaucoup souffert de leur fermeture. Voilà, je n'ai pas prétention évidemment à être exhaustif, mais ça fait partie des quelques éléments qui, encore une fois, dans un débat public atrophié et tronqué, ont pu être évoqués et continuent de l'être depuis. Merci beaucoup. Donc, je vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, à lever la main pour qu'on puisse, vous donner la parole et que vous puissiez prendre directement la parole avec maître Banco et lui poser vos questions. On va commencer par Alenga. On t'écoute, s'il te plaît. Je vous rappellerai et je vous remercierai d'être concis et rapide dans vos questions afin de fluidifier la parole et que tout le monde puisse, interagir. Merci beaucoup. Oui, oui, déjà bonsoir à tous, bonsoir, maître Banco. Je voulais déjà, soulever, 2 points qui me paraissent importants. Déjà, en premier lieu, le fait que
que l'armée, enfin qu'on surnomme, et c'est pas pour rien, l'armée la grande muette, et que je pense que justement il y aurait peut-être une question de transparence vis-à-vis de ce point à éclaircir, peut-être à travailler sur ce sujet pour permettre déjà à la population d'avoir confiance en fait en son armée, parce que ayant connu personnellement des militaires qui sont partis se battre en Afrique ou dans d'autres pays, on ne sait pas ce qu'ils y ont fait, on ne sait pas si on était on va dire les gentils ou non. Et donc, en premier lieu, je pense que cette réflexion sur l'instrumentalisation, comme récemment, je crois qu'un militaire français est décédé, je ne sais plus dans quel pays, et on a eu un petit peu des informations au niveau des médias à ce niveau-là, et d'instrumentalisation. Donc, je pense qu'effectivement, ce point-là est important. Et en second lieu, en ce qui concerne la jeunesse et donc l'engagement souverain, est-ce que finalement le fait d'obliger les jeunes, les adolescents, etc., à s'engager pour son pays ne va pas à l'encontre de la citoyenneté? Et est-ce que ce ne serait pas mieux d'essayer de cultiver un sentiment d'appartenance? Parce que bon, malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne se sentent plus, euh, comment dire, bien dans ce pays, et ne souhaitent plus s'engager, que ça soit politiquement, que ça soit militairement, ou en fait tout simplement s'occuper d'eux-mêmes. Donc je pense que rétablir la confiance en notre pays et en notre pouvoir militaire, et en ce qu'on fait de notre armée, et éduquer la jeunesse à croire en son drapeau est très important. Voilà, donc c'était mes deux questions. La question du socle national et de l'identité nationale, donc, dans lequel les citoyens peuvent se projeter. Merci beaucoup. Et bien sûr, la dimension de la grande muette. Donc, puisqu'on rappelle qu'effectivement, les militaires français, jusqu'en 1945, n'avaient pas de droit de vote, et il existe toujours un devoir de réserve dans la prise de parole au sein de l'espace public. Merci beaucoup pour cette première intervention. Judas, on t'écoute, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais insister sur la contradiction qu'il pourrait y avoir dans la façon de penser l'armée française à venir, euh, entre le fait d'avoir en fait un territoire métropolitain et des territoires d'outre-mer, qui implique que, même si moi, par exemple, je suis assez favorable au modèle suisse, c'est-à-dire se défendre et impliquer un maximum de moyens dans sa défense et non pas dans des systèmes d'attaque, dans des tunnels, dans des bunkers, enfin dans quelque chose qui rende une invasion du pays extrêmement coûteuse pour un éventuel ennemi. Et du coup, dans le cadre d'une armée de défense, je trouve qu'il serait peut-être compliqué de concilier, du fait de nos territoires d'outre-mer, le fait d'avoir une armée purement de défense et une armée qui soit aussi capable de protéger ces territoires d'outre-mer, en sachant du coup qu'il faudrait des moyens de projection, et que les moyens de projection, par définition, peuvent aussi très très bien servir de moyens d'invasion. Voilà, c'était un des points qui me semblait important d'aborder. Non, et je te remercie, au contraire, tu as raison de l'aborder. Néanmoins, on pourrait imaginer une armée de défense avec des bases avancées et l'utilisation de conscription au sein de nos territoires d'outre-mer. Merci beaucoup de ton intervention. Marcel Bariou, on t'écoute. Oui, bonsoir, hein, merci de me passer la parole. Disons en premier lieu, dans l'introduction de Jean Branco, j'ai remarqué qu'il a mis en avant le fait que la Fédération de Russie serait prête à ôter une confrontation. Quand même, il me semble que le discours de l'agresseur russe, si vous voulez, me ressemble, en l'état actuel des choses, un discours de propagande qui est entretenu par les autorités européennes, notamment la France. Et à ce jour, il ne me semble pas que les Russes ont mis en avant leur volonté d'envahir l'Europe de l'Ouest, enfin l'Europe de manière générale. Donc je suis un peu étonné de cette
déclaration. La deuxième chose, si vous voulez, bon, effectivement, vous avez parlé de perspectives offensives. Bon, effectivement, là, dans les intervenants précédents, je pense qu'il faut quand même insister sur des perspectives défensives et s'en tenir à là, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, l'armée de métier qui a été mise en place, c'est tout simplement une armée de mercenaires au service de l'OTAN, parce que l'OTAN nous entraîne dans diverses guerres et fait appel à cette armée de mercenaires que l'on a mis en place. Et s'ajoutant à cela, quand même, je rappellerai le décret qui a été pris le 30 novembre 2025 qui aurait tendance à faciliter la création d'armées privées sur notre territoire. Donc c'est un décret aussi qui va dans le sens de cet abandon qui a été fait dans les années 90 par Chirac concernant, si vous voulez, la conscription citoyenne, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Et à l'époque, effectivement, la justification de cet abandon, c'était effectivement les soi-disant dividendes de la paix et d'autre part de la pure comptabilité et peut-être en arrière-plan l'arrivée, je dirais, de la communauté européenne de défense qui ressort là à l'heure actuelle. Et disons quelque part, ça prépare, je dirais, ce genre de choses. Et donc, effectivement, ça appelle, je dirais, un discours totalement différent. Et voilà, je récapitule. Là, donc, mon étonnement un petit peu sur la présentation de la position de la Russie. Le fait qu'il faille insister sur une position défensive, même si on a défendre les territoires d'outre-mer, mais c'est de la défense. Pour pouvoir les défendre, il faut pouvoir se projeter. Mais c'est la politique qui décide si on est offensif ou défensif. Et en dernier lieu, si vous voulez, la crainte que je vois avec ce fameux décret du 30 octobre 2025 qui prépare effectivement la création de sociétés privées de défense. Voilà, et je voudrais avoir l'avis de Jean Branco à ce propos. Merci. Merci Marcel. Pour ajouter un point peut-être et très rapidement, soulever l'idée aussi, la notion que on parle beaucoup de souveraineté économique, financière, énergétique et cetera. Il y a aussi une question de souveraineté dans la défense. Aujourd'hui, dans l'armée, ça suffit pas d'avoir des soldats, encore faut-il des armes. Je rappelle que depuis, depuis moins d'une dizaine d'années, nous ne produisons plus aujourd'hui de fusils d'assaut sur le territoire national, que la dernière manufacture d'armes qui produisait ce type d'armes a été fermée, c'était la manufacture d'armes de Saint-Étienne, et que le FAMAS a été remplacé par le HK-16, fusil d'assaut sous mandat germanique, dérivé du M16, enfin du M4 américain, sur un brevet britannique. Là, donc il y a aussi cette dimension de la souveraineté dans la production d'armes, y compris de munitions. Maître Branco. Merci pour cette première série d'interventions. Il y a plusieurs points qui me semblent importants de soulever. L'idée de soumettre la question de la conscription à un débat qui s'ensuive avec un référendum, comme je disais, elle naît de ce que ce débat n'a pas eu lieu dans ce territoire, alors qu'il s'agit d'un des attributs de la souveraineté d'un peuple les plus importants. Ça, c'est en amont d'avoir pris une quelconque prise de position. En aval, il y a l'hypothèse que j'ai soumise à discussion que la conscription, en réalité, contrairement aux armées de métier composées de corps expéditionnaires, est en effet anti-impériale et de nature pacifique. Et nous voyons par exemple les effets que l'absence de conscription génère en Fédération de Russie dans le cadre de son conquête d'Ukraine et la limitation que cela génère nécessairement dans les manœuvres de guerre qui sont mises en œuvre, avec en tout cas, un début de rébellion qui avait commencé à naître quand le chef d'État russe avait décidé d'avancer dans le sens de la conscription qui l'avait forcé à reculer, et ce qui a amené à une stabilisation du front, mais qui elle-même a prolongé la guerre, donc avec des effets paradoxaux. Ça, on est sur un moment en fait assez particulier, mais si on étend le champ de notre regard, on peut imaginer que dès lors que
toute une génération et les enfants de toute une société, quelle que soit leur origine sociale, se verraient concernés par un dispositif de guerre, eh bien, évidemment, il y aurait une réaction plus conservatrice à l'égard des velléités qui peuvent exister au sein du Petit Paris, qui nous poussent à nous engager dans des conflits armés qui ne servent pas nos intérêts. À titre d'exemple, lorsque Emmanuel Macron propose que nous construisions une coalition internationale antiterroriste avec le gouvernement d'Israël dirigé par Benjamin Netanyahou, le Monde révèle que c'est sur une suggestion de Bernard-Henri Lévy, qui, avec un certain nombre d'acolytes, avait poussé de façon très intense auprès de l'Élysée pour faire adopter cette solution. Donc ces débats qui aujourd'hui se tiennent en chambre close, en dehors de tout contrôle démocratique et populaire, seraient beaucoup plus difficiles à être menés en ces termes si en réalité la nation tout entière voyait son destin engagé dans des situations comme celle-ci. Premier point. Je reviens à la question ou la remarque qui a été faite sur notre rapport à la Fédération de Russie et les différents discours qui sont portés à ce sujet. Il ne s'agit pas aujourd'hui de réfléchir aux responsabilités que chacun peut avoir dans la situation telle qu'elle existe, mais de se projeter dans une situation qui sera factuelle, dans laquelle aujourd'hui il y a un conflit qui existe et où nous avons une responsabilité importante puisque nous sommes des fers de lance aujourd'hui d'une alliance avec l'Ukraine qui a amené à prolonger de façon durable cette confrontation et en soutenant à bout de bras le régime de M. Zelensky et la position qui consistait à refuser toute forme de négociation pendant des années avec M. Poutine, sous condition qu'il se retire intégralement du territoire ukrainien. Donc nous allons arriver au pouvoir dans ces circonstances-là. Et nous allons le faire dans cette situation où nous aurons été de facto, quand bien même on cherche à le masquer, des co-belligérants, et qu'en tout cas Emmanuel Macron fait tout pour qu'on le devienne, proposant notamment le stationnement de forces au sol sur le territoire ukrainien. Et nous y arrivons surtout dans une situation où plus largement c'est construit un front entre ce que l'on pourrait considérer être une coalition atlantiste et la Russie de l'autre côté, qui va au-delà de l'Ukraine et qui fait qu'à tout moment, il pourrait y avoir un conflit qui puisse naître en dehors de l'Ukraine pour des prétextes divers à l'initiative de l'un ou de l'autre. Et d'un point de vue purement stratégique, nous sommes obligés de réfléchir à l'existence de cette hypothèse qui est de plus en plus agitée par un certain nombre d'États et à la nécessité de se rendre compte qu'en des circonstances comme celle-ci, nous ne pourrions satisfaire à la double orientation stratégique qui a été adoptée aujourd'hui par la France, qui consiste d'un côté à proposer de stationner des troupes au sol en Ukraine et de l'autre à accroître une solidarité avec les États de l'Union européenne de telle façon que s'il y avait un conflit entre, disons, l'Estonie et la Fédération de Russie, quelle qu'en soit l'origine, eh bien, la France se considérerait engagée en celui-ci et devant y participer. Ce n'est évidemment pas les orientations stratégiques et géostratégiques que nous adoptons, et nos propositions de référendum sur l'appartenance à l'OTAN et à l'Union européenne ont évidemment pour vocation à recentrer la défense de nos intérêts sur notre territoire et notre nation, et à ne pas nous impliquer ou mettre en danger la population française du fait d'une conflictualité qui pourrait exister entre des États tiers qui n'engageraient pas des intérêts vitaux de la nation. Et à l'inverse, Emmanuel Macron, en proposant le déploiement de vecteurs nucléaires, y compris aux frontières de la Russie, comme cela a été le cas dans son discours il y a désormais 10 jours, avec notamment le prépositionnement potentiel de certains de ceux-ci en Pologne, va dans le sens parfaitement inverse. Et donc, encore une fois, nous avons à nous mettre en cohérence et réfléchir à s'il n'est pas lié
que si cette tentation hégémonique ou impériale et cette mise en danger de la nation française et de sa population n'est pas liée au format de nos armées, en partie du moins, et à cette toute-puissance sur celle-ci dont se pensent détenteurs nos dirigeants, et en particulier le président de la République, du fait qu'il s'agit justement de corps expéditionnaires qui, par nature, puisque ce sont des engagés volontaires, eh bien, se retrouvent dans une situation où ils doivent se soumettre de façon absolue à l'autorité politique qui, elle, est censée avoir la légitimité populaire, là où l'armée ne devient qu'un instrument au service de cette légitimité populaire et n'en a aucune en tant que telle, ce qui fait écho à la première intervention sur la nature de la Grande Muette. Il est évident que l'armée française doit être de façon impérative une Grande Muette en des circonstances où elle n'est qu'un instrument d'un pouvoir politique et qu'elle n'a aucun instrument de contrôle démocratique ni n'a une quelconque forme de représentativité à l'égard de la population. Et en ce qui concerne la compatibilité entre l'existence de territoires d'outre-mer et une armée qui ne serait plus de métier mais de conscription, il y a plusieurs angles d'approche. C'est une question qui est très importante. La réponse la plus facile et peut-être la moins intéressante consisterait à dire que ces territoires d'outre-mer sont devenus français alors que la France avait une armée de conscription. Mais à l'envers, on pourrait aussi quelque part énoncer que le maintien de nos emprises à l'extérieur de l'Hexagone est peut-être devenu d'autant plus naturel. Nous avons désormais une armée néocoloniale, petite expéditionnaire, qui s'entraînait en réalité à travers sa participation à divers conflits, principalement sur le sol africain, ce qui a donné au sein de notre armée naissance à toute une lignée de hauts gradés qui tiraient leur autorité et leur carrière de leur participation à ces expéditions parfaitement asymétriques, d'un point de vue à la fois technologique, de nombre de personnes impliquées, d'effectifs, mais également de maîtrise des territoires et des enjeux géostratégiques qui, en réalité, pouvaient être interrogés sur la question de la valeur que l'on pouvait attribuer à celle-ci. Et donc, l'évolution de ce corps de métier qui deviendrait à nouveau chargé d'un encadrement d'une armée populaire devrait nécessairement se poser, et à travers elle, la modalité justement de déploiement de cette armée, de ces effectifs militaires, d'une part sur nos territoires d'outre-mer, mais aussi en étranger. Ce serait très important. La simple conscription, qu'il y ait déjà des groupes de travail en place pour justement envisager en termes d'organisation de nos armées si cette décision était prise. Merci beaucoup, Maître Branco. Avant de passer aux questions suivantes, je vous rappelle que vous avez la possibilité donc de lever la main dans le chat. Je vous envoie une invitation à monter en tribune de cette agora et vous pouvez poser vos questions. Avant de donner la parole à Lily puis May, une question du chat qui nous apparaît. Une question d'ordre organisationnel, pardon. Cette conscription ne serait-elle pas plus efficace et productive avec comme modèle celle des Suisses que vous évoquiez tout à l'heure et des Sud-Coréens, c'est-à-dire des appels récurrents et surtout à différents âges, en tenant compte que l'armée et les militaires ne sont pas juste des hommes et femmes de terrain. Une question dentale. Je poursuivrai tout de suite sur une remarque pardon, de Céline qui dit qu'elle est sidérée par ce débat et que si le projet c'est de préparer nos enfants à devenir de la chair à canon à l'ère des drones et du nucléaire, c'est formidable et on sent ici le sarcasme dans son message. Pardon. Ce n'est pas une histoire de protection, uniquement une histoire d'enrichissement de lobby de l'armement. Et le discours sur la Russie ressemble étrangement au discours asséné régulièrement par les médias. Merci pour vos 2 commentaires, dont je me fais porteur ici. Au travers du commentaire de Céline se pose aussi du coup la question de la résilience et de la capacité aujourd'hui de la nation à assumer les conséquences de ses actions et de ses prises de position. Point évoqué tout à l'heure par Juan Branco.
quand il évoquait justement que la nature même de la conscription limitait l'hybris, donc la soif de pouvoir des puissants qui nous dirigent. Merci à vous, n'hésitez pas à prendre la parole encore une fois. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Lydie, on t'écoute s'il te plaît. Bonjour, voilà, j'ai une petite question de la part de la ruche thématique droits des femmes. Donc, il se demande, donc, y aura-t-il à un moment un service obligatoire pour tous et toutes, et sera-t-il le même pour les femmes? Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé. La conscription, c'est l'appel aux citoyens de la nation. Si pendant longtemps l'armée était réservée aux seuls hommes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et là, les modèles divergent, hein, parce qu'il y en a des armées de conscription qui font appel aux deux. Donc, merci d'avoir posé cette question et de porter cette parole-là. Je renvoie au modèle suisse, justement, et au modèle israélien, non exclusivement. Merci pour cette question. Mais on t'écoute. Mais je ne t'entends pas en tout cas. Alors, je suis désolé, mais peut-être voir les paramètres de micro. Je vois que ton micro est ouvert, mais nous ne t'entendons pas. En attendant, on peut peut-être poser donc et développer cette question du point de vue de la résilience. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à quitter le chat, de redescendre aux audiences, quitter le chat, revenir, et puis, revenir en tribune, je te ferai monter. Cette question de la résilience, donc, c'est-à-dire la capacité qu'une nation a de subir des traumatismes, des deuils et en relever. À titre d'exemple, on voit de plus en plus aujourd'hui la nation qui s'offusque, s'étonne, et en tout cas qui est impactée émotionnellement par, par l'idée de la perte, quand bien même ce sont des militaires, hein, et qui vit par l'épée périra par l'épée, sans dire que c'est une conséquence raisonnable. Juan Branco. Merci. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir une incompréhension chez certains commentateurs de mon propos parce que nous nous retrouvons justement plutôt à l'exact inverse du consensus qui s'est construit dans l'espace public et médiatique concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire que nous avons dès le début considéré que l'implication de la France était fautive dans ce conflit et que l'absence de prise en compte de nos intérêts géostratégiques dans ce qui était en réalité une confrontation entre le bloc atlantiste dirigé à l'époque par M. Biden et la Fédération de Russie aurait dû nous amener à retrouver une position d'intermédiation souveraine et donc d'exfiltration de cette conflictualité. À l'inverse, nous nous sommes plongés dedans dans l'espoir notamment d'en tirer un certain nombre de bénéfices économiques, mais aussi du fait de l'aveuglement d'Emmanuel Macron concernant son idéologie post-nationale et post-souveraine relative à notre appartenance à l'Union européenne et à la nécessité de créer une intégration absolue qui dépasse les spécificités nationales de chacun de nos territoires. Idéologie qui, sous couvert de la défense de la paix pendant des décennies, nous a en réalité amenés au bord du précipice ces dernières années avec un risque de conflictualité nucléaire particulièrement élevé et une angoisse très importante au sein de nos populations. Donc, sur ce point, il était important, je pense, de faire une clarification. Il en va de même en ce qui concerne le débat sur la conscription. L'enjeu étant, à l'inverse de ce qui a pu être affirmé, de sortir des circuits courts de décision qui aujourd'hui interviennent entre l'Élysée, les élites industrialo-militaires qui aujourd'hui ont une influence majeure sur les centres de décision, notamment à Bala, au ministère de la Défense, et qui pèsent de tout leur poids pour eh bien, tout simplement construire un complexe industriel-militaire qui leur permette d'engranger des bénéfices et qui, pour pouvoir l'engranger, évidemment, cherchent à s'aligner d'une part sur des orientations stratégiques qui menacent nos intérêts en nous mettant en situation de conflictualité avec des États tiers, mais d'autre part aussi poussent à une intégration toujours croissante dans un certain nombre d'alliances, notamment au sein de l'OTAN, afin de faire des économies d'échelle, notamment en termes de standardisation, et qui elles-mêmes permettraient de favoriser leur, leur obtention de marché à l'export. Donc, en réalité, tout cela est favorisé. Je ne dis pas que c'est la seule raison de l'existence de cette dynamique, mais tout cela est favorisé par l'existence d'une armée de métier qui échappe
dont le devenir, l'organisation et la mise en œuvre et l'entrée en conflictualité échappent à un quelconque contrôle démocratique. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de débat sur les dernières interventions armées auxquelles la France a participé, y compris tout récemment sur la question iranienne. Et quand je dis qu'il n'y a pas eu de débat, c'est que ce n'est pas que le peuple n'a pas été consulté, c'est qu'y compris au sein de l'Assemblée, il n'y a eu aucune convocation d'une délibération sur ces sujets dans la perspective d'une adoption d'une décision à cet égard. Donc, on est dans une situation où notre destin nous échappe, est entre les mains de personnes qui n'ont pas été élues afin de mener à bien ces politiques-là, qui ne font l'objet d'aucun contrôle démocratique. Et donc, à côté de tous les instruments de reprise en main démocratique, comme les référendums d'initiative citoyenne ou les mandats impératifs et révocatoires, qui permettraient justement, face à l'imminence d'une entreprise guerrière, eh bien de s'interposer en exigeant qu'elle fasse l'objet d'une délibération populaire. Et il y a donc la question de la conscription qui ferait que l'armée faite par et pour le peuple, eh bien, par nature, soit beaucoup moins sujette à des mobilisations ou instrumentalisations par nos dirigeants, puisqu'elle aurait quelque part une forme de légitimité non pas tant à s'y refuser, mais qu'en tout cas à encadrer le cadre de ces interventions. Et je réponds à la question évidemment sur la conscription qui a priori, sauf avis contraire, et je serais ravi qu'on échange à ce sujet, mais je ne vois pas de raison pour laquelle ça n'interviendrait pas, impliquerait l'ensemble du corps social, y compris les femmes, comme c'était le cas d'ailleurs au moment de son abolition, avec évidemment des conditions spécifiques d'engagement, mais c'est la nation dans son ensemble qui doit se voir engagée, à la fois pour des raisons d'égalité, mais aussi démocratiques, liées à la participation de la femme au débat public et politique, qui se verrait amoindrie si jamais celle-ci faisait l'objet d'obligations différenciées par rapport aux hommes. Merci. Je vous invitais à reprendre la parole un instant sur la question de la souveraineté de l'armement français, que vous n'avez semble-t-il pas évoqué. On est sur un modèle un peu particulier où la France est devenue le deuxième exportateur mondial d'armement. Et on a fait une condition de sa souveraineté en termes d'armement. Mais c'est une question qui est profondément liée justement à la forme qu'adopteront nos armées. Je m'en explique. Aujourd'hui, nous avons une exportation de matériel et une production de matériel qui sont des matériels principalement dits à haute valeur ajoutée d'un point de vue technologique ou technique, et qui font que nous en tirons des marges importantes à travers nos industries d'armement, donc au service principalement de leurs actionnaires qui, pour une grande partie, sont privés. Cela aurait vocation à changer parce que, par définition, une armée de conscription engendrerait des coûts très importants d'encadrement, de structuration territoriale de cette conscription, et nous désengagerait d'une partie de ces commandes militaires qui aujourd'hui vont dans des grands projets d'armement de pointe. La question qui se pose, c'est de la combinaison entre cette évolution et celle des terrains d'affrontement, c'est-à-dire avec une généralisation de l'asymétrie, en réalité très paradoxale, notamment avec l'émergence du drone comme étant un instrument privilégié dans le maintien de zones de neutralisation des fronts, c'est-à-dire des lieux où il est impossible de mobiliser des troupes parce que leur mort est quasiment assurée, et la multiplication, enfin en tout cas la mise en production de masse de ces engins de mort qui aujourd'hui peuvent être mobilisés par milliers, dizaines de milliers sur les territoires qui font l'objet de confrontations. Et donc nous, il faut qu'on réfléchisse avant tout à cette question à partir d'une donnée qui est cruciale, qui est celle de la défense de notre territoire, parce que c'est le sens de l'existence de nos forces armées, et non pas à titre offensif, afin de se vouer à une surenchère à la fois militaire mais aussi technologique, pour savoir lequel d'entre nous serait capable de conquérir le plus possible des terres, à un moment où on est en train de le voir, ces conquêtes se feraient à un coût humain disproportionné par rapport
à celles qu'avaient les conflits traditionnels qui ont suivi la guerre froide, même qui ont parcouru la guerre froide. C'est-à-dire qu'on a une forme de nouvel effet de seuil après la puissance nucléaire qui doit être prise en compte et sur laquelle on est aujourd'hui très très en retard parce que la lourdeur de nos industries militaires aujourd'hui est aussi liée à ce modèle d'armée de métier, à mon sens, qui a fait qu'il y a une réactivité assez faible parce que nous sommes avant tout engagés dans des grands programmes d'armement qui sont extraordinairement complexes et difficiles à financer. Tout à fait. Donc des programmes balistiques, bien sûr des programmes d'aviation militaire. On pense à Dassault, les canons César qui font la renommée de l'armée française. Mais effectivement, aujourd'hui, plus de manufacture d'armes du fantassin. Pour rappel, on a Tia qui est dans le chat, qui est notre illustratrice et coordinatrice ce soir, qui vous poste des sources, donc n'hésitez pas à les consulter. Et elle a posté effectivement comment ça s'est passé pour l'abandon du FAMAS et la mise au retrait de la manufacture d'armes de Saint-Étienne qui n'a pu se positionner sur l'appel d'offres européen. Voilà, la seule entreprise française a été exclue de l'appel d'offres européen parce qu'elle n'avait pas les ressorts financiers nécessaires pour postuler à cet appel d'offres. La question de mai a été en partiellement répondue, qui portait donc sur la notion de l'IA des drones et puis encore de la nécessité du matériau humain dans une guerre moderne. Merci Lyon d'y avoir répondu, Maître Banco, par avance. Judas, on t'écoute. Oui, merci. Juste, en fait, 2 remarques et une question. La 1re, c'était concernant ce qui a été dit par rapport à la place de la femme dans l'armée et dans la conscription, à laquelle moi je suis absolument favorable. Par contre, je me dis que vu déjà le boulot qu'il nous reste à faire dans la société civile, il faudrait être très, très vigilant dans l'espace militaire. Ensuite, concernant enfin une façon de rebondir sur le propos d'Alinga au début, sur le sentiment d'appartenance. Moi perso, j'ai la quarantaine et donc je me vois pas, voter pour une conscription sans faire partie moi-même des possibilités de conscription. Donc peut-être partir plus sur un modèle, oui, alors je le connais pas vraiment, mais j'ai cru comprendre que les Suisses le faisaient aussi, c'est-à-dire des appels à plusieurs âges. Et effectivement, moi, je me vois pas demander à des jeunes de pouvoir, aller au front si moi-même je suis pas capable d'y aller. Voilà, juste c'était ces 2 remarques-là et la question que je me posais un peu en rapport à ça, du coup, c'était, heu, hem, que penser de l'idée, par exemple, d'Étienne Chouard, entre autres, de dire, quand on vote pour la guerre à l'extérieur des frontières, et bah, tous ceux qui vont voter pour, y vont et tous les 3 mois, on revote pour savoir si on continue et ça touche y compris les puissants. Voilà. Merci beaucoup, Judas, de ces remarques et questions. Donc effectivement, un système de rotation et de revalidation tous les 3 mois. Amevla, on t'écoute. Amevla, tu n'as pas activé ton Est-ce que micro, mais tu peux est-ce activer que ta vous caméra. m'entendez? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, mais tu as activé ta caméra. Pourquoi ça vous embête? Moi, j'aime Ouais, bien quand on voit des gens, qui parlent. Je trouve tout à ça, fait. un peu plus humain. Tout à fait, je Hem, t'informais juste. hem, donc moi, je suis un vieux machin qui a connu la conscription. Heu, la question que je me pose par rapport à si on va remettre en place la conscription, c'est il faut une structure, énorme pour gérer ça. 2, il faut des locaux qui ont été vendus ou, transformés, démantelés et cetera. Donc on n'a plus les structures, physiques pour accueillir les gens et moi, ce que j'en ai connu, de ce que j'en ai vu, c'est que pour ceux qui font des études, c'est un an de perdu, parce que derrière, il se passe pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui se trouvent en déshérence de travail et qui n'ont pas eu de formation, parce que l'école, ça a été compliqué, des raisons diverses. Ça a formé énormément de chauffeurs poids lourds et de manipulateurs d'engins divers, qui sont utiles dans la société civile. Hem, aujourd'hui, dans le cadre des nouveaux types d'évolution et des conflits, d'avoir une forme de projection où aujourd'hui, la guerre est électronique et
et je vois pas tellement l'intérêt d'aller chercher un peu tout le monde pour faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire des gens qu'on va recruter, qu'on va chercher avec la conscription? Le seul intérêt qu'il y avait aussi de la conscription à l'époque, c'est que ça a permis de lutter un peu contre l'illettrisme. Parce qu'en fait, dans ceux qui passaient les 3 jours, les classes, etc., il y avait à peu près 10% de gens qui avaient des lacunes en lecture-écriture ou qui savaient ni lire ni écrire le français pour des raisons diverses, soit par un mode de vie particulier, soit parce qu'ils étaient devenus des Français récents d'origine étrangère, où l'apprentissage et l'usage du français était compliqué. Donc, pour moi, je pense que ça va être quelque chose de très coûteux, avec pour ambition, si on a une armée, c'est pour pouvoir la projeter. Et à partir du moment où on a une défense nucléaire, j'ai du mal à comprendre le sens de vouloir faire une conscription. Et donc, j'aimerais que si Erwan il pouvait se préciser ce point, qui, pour moi, reste quelque chose de complexe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà partiellement répondu, hein, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans cette guerre moderne, où tout le monde est équipé d'une grande puissance balistique et nucléaire, l'idée, c'est qu'il y avait une incapacité mutuelle à se détruire et du coup, c'est le principe même de la guerre froide et donc on ne pouvait sortir par le haut. Les récents conflits nous ont montré qu'il y avait une sortie par le bas qui était possible, c'est-à-dire que tout le monde se menace, missiles balistiques et puissance nucléaire, en pogne. Quand on renvoie des hommes, finalement, on renvoie la potentialité à l'autre d'utiliser ou non ce feu nucléaire et qu'aujourd'hui, on revoit une prévalence des armées, humaines. Et je le laisserai bien évidemment répondre, c'était juste pour, apporter ça. Antonia, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Donc, alors je voudrais juste dire quelque chose. En 2022, une école privée catho en France a décidé de devenir une école militaire. Alors, peut-on empêcher la formation par les écoles privées? Parce qu'en fait, elles se font du commerce là-dessus. Je veux pas être méchante, mais c'est du commerce sur la misère des gens, en fait. Pour envoyer les hommes au front, ils seront capables de faire beaucoup de pognon, en gros, c'est ça. Beaucoup d'argent, pardon, excusez-moi de l'expression. Et peut-on supprimer le devoir de réserve aussi? Parce que j'ai constaté, rien que dans les écoles, des professeurs n'activent pas l'article 40. Et donc, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de supprimer aussi pour les militaires lorsqu'il y a des exactions, lorsqu'ils ne veulent pas y participer, ils ne soient pas sanctionnés par la nation, à savoir ne plus... Parce que certains ont été sanctionnés, pardon, j'ai eu écho de ça, de sources sûres. Ils avaient plus de carte d'identité, plus rien, parce qu'ils n'ont pas voulu faire des exactions. En gros, c'est ça, qui leur semblait pas. Donc, eux, ils ont entraîné toute leur vie, en fait, une bonne action. En gros, c'est ça. Donc, pourquoi la nation comment dirais-je, les sanctionnerait-il pour ça, en fait? Pour le non-respect Et d'une enfin, consigne dans le cadre d'une exaction. oui, c'est ça. Merci. Notamment dans les pays étrangers surtout. Et quels sont les moyens de s'opposer au départ des hommes? En fait, dans un conflit qui ne nous concernerait surtout pas. En fait, si c'est pour se défendre, bon, mais si c'est pour aller attaquer d'autres, ça sert strictement à rien. Ça va engager plus de nuisances, en fait, on va dire, entre les peuples, tout simplement. Et en plus, ça se répercute de génération en génération. Parce qu'en fait, il y a la haine de l'autre, en fait, bon, j'ai eu l'occasion de le voir au niveau de mes études, quand j'étais à la fac. En fait, il y avait toujours le sentiment de l'allemand, en fait. Donc, les Français ne se mélangeaient pas aux Allemands, en fait, tout simplement dans les échanges Erasmus, parce qu'en fait, il y avait les conflits d'avant qui étaient restés dans les mémoires, on va dire ça. Alors qu'en fait, ces gens-là, en fait, n'ont pas demandé non plus à rentrer en guerre. Et en fait, voilà, donc ce sont des dirigeants qui emmènent tout le monde dans des guerres et qui font des peuples malheureux, en fait. Merci beaucoup, Antonia, Et de ce donc, je pense que témoignage. les femmes devront s'opposer, franchement, si ils venaient chercher les enfants ou quoi que ce soit, les maris ou je sais pas. Là, il faudrait vraiment se mettre en masse pour s'opposer à ce qu'ils aillent en guerre, tout simplement. Voilà. D'accord. Bonne journée, voilà.
Merci beaucoup, Antonia. De rien. Juste pour rappel, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des régiments, notamment dans le Lot, qui ont refusé de quitter le territoire et qui ont été appelés par leur population locale à rester et à ne pas abandonner le territoire. Cosette, on t'écoute pour ton intervention, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. J'assiste depuis le début à ce débat et la conscription aujourd'hui a été essentiellement axée sur le côté militaire et armé des choses. Moi, je suis un ancien qui a eu l'occasion de le faire dans l'armée de l'air notamment, mais à l'époque, on avait la possibilité de le faire dans des corps de métier, ce qui était la gendarmerie. Il y a eu des éventualités à un moment de le faire éventuellement dans la police ou dans des corps de métier tels que les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on pourrait éventuellement élargir un peu et poser la question à Maître Branco d'une éventualité d'une conscription qui ne soit pas uniquement militaire? C'est-à-dire que ça permettrait éventuellement également de retrouver une mixité sociale qu'on a complètement perdue, d'un vivre ensemble et de ne pas orienter peut-être cette conscription uniquement sur le militaire. Voilà, c'était ça que je voulais aborder comme sujet ce soir. Merci beaucoup. Donc, une conscription au sens de service national, service à la nation, que ce soit au Oui. sein des forces armées ou au sein de tous les autres éléments issus de la puissance régalienne et ou de l'État-providence, comme par exemple les services hospitaliers ou autres. Merci beaucoup, Cosette, de cette présentation. Merci beaucoup à tous pour ces interventions à l'intérêt croissant à mesure qu'on rentre dans le sujet. La question peut-être du service national est une question fondamentale parce qu'on peut y voir l'intérêt et aussi l'injustice que cela pourrait générer avec notamment la facilitation de solutions d'éviction qui permettraient aux plus favorisés de trouver des combines pour s'éviter les astreintes et contraintes liées au service militaire d'une part et d'autre part la perte d'un effet de creuset où on se retrouverait avec des personnes qui probablement à terme, selon leur diplôme ou autre, seraient écartées de celles qui n'en ont pas et perdant ainsi cette valeur de mise d'égalité de chacun, quelle que soit la condition ou les compétences supposées. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'à l'inverse, en effet, les services qui sont les plus efficaces en termes aujourd'hui de conscription prévoient, par exemple, des systèmes de détection à la fin du lycée afin de repérer les profils particuliers qui seraient utiles pour nourrir des régiments spécialisés avec une technicité particulière. On pourrait les considérer d'élite ou pas. Donc, il y a un vrai sujet sur les modalités qui pourraient être adoptées. Donc, à la fois, d'une part, sur l'existence d'un service national et non pas simplement d'une conscription militaire, premier point. Et deuxième point, si quand bien même on resterait sur un service militaire, sur une différenciation du recrutement qui pourrait de toute façon alterner les modalités, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des temps où l'égalité absolue serait de mise et après ensuite un temps qui permette une spécialisation selon les compétences de chacun. La question qui se pose aussi est évidemment celle de la durée, si on adoptait une solution comme celle-ci. Quelle durée aujourd'hui, en 2026, donner à une éventuelle conscription à un moment où, par ailleurs, comme vous le dites, il y a des effets d'interruption, notamment par rapport aux études, qui peuvent avoir des conséquences négatives. Je pense notamment aux matières où, en réalité, les compétences intellectuelles se réduisent très rapidement. Je prends l'exemple des mathématiques. Il est su et connu que le pic de capacité en termes d'élaboration mathématique, là je parle du très haut niveau de la mathématique, arrive très tôt dans la jeunesse et que chaque année qui est perdue sur ce chemin ou chaque interruption de cursus peut avoir des conséquences importantes. Ça, c'est des questions qui sont fondamentales de façon structurelle parce que, en réalité, c'est selon les modalités d'application que l'on aurait un modèle qui soit démocratique ou qui serait au contraire oligarchisé et favorisant la protection des intérêts des classes dominantes. Et donc, ce n'est pas des détails et ces questions doivent être au fondement de notre réflexion dans l'hypothèse où on considérerait que la conscription serait une solution aujourd'hui. Il y a évidemment des contre-exemples à la conscription comme étant un inhibiteur de violence et le fait qu'a été mentionné la Première Guerre mondiale est très intéressant. La Première Guerre mondiale est un moment où
la France a jeté à la mort des millions de ses enfants, en prenant appui justement sur ce modèle de conscription et en prenant appui aussi sur un appareil idéologique et de propagande qui a généré un consentement à la mort et à la violence, alors même qu'aujourd'hui, avec de la distance, eh bien, il y a un rapport critique qui s'établit quant aux raisons de cette construction sacrificielle à ce point destructrice, née, comme vous le savez, de jeux d'alliance assez similaires à ceux qui nous menacent aujourd'hui, et en l'occurrence d'un événement qui, dès fin fond de la Serbie, a fini par embraser tout un continent. Et c'est aujourd'hui une situation à laquelle on est confronté. Un autre contre-modèle est évidemment le modèle israélien d'aujourd'hui, qui peut être perçu, si on prend de la distance quant à la moralité de la situation, comme le pilier qui permet à l'État israélien de se maintenir dans son existence, mais qui, si on rentre dans une considération qui pourrait être considérée comme plus subjective, mais qui est malheureusement objectivée par les faits, a amené cette conscription liée à la création d'un État-nation à devenir le pilier d'un projet colonial, d'une part, notamment sur le territoire palestinien occupé, et d'autre part, l'instrument de massacre et de barbarie extraordinaire à l'égard de ses voisins immédiats. Et ça permet de souligner un dernier élément sur l'utilité de la conscription d'une armée de conscription à l'heure de la technologisation par le bas des fronts avec les drones et autres instruments, et par le haut à travers la maîtrise de l'instrument nucléaire. Eh bien, justement, comme cela a été déjà souligné, ce à quoi on assiste, c'est en réalité une situation qui était inenvisageable, ou semblait inenvisageable jusqu'ici, c'est-à-dire que des puissances nucléaires aujourd'hui se montrent prêtes à se faire la guerre de façon conventionnelle. Et qu'en réalité, l'arme nucléaire ne pourrait ne servir à rien, si ce n'est à se protéger de son utilisation par un autre État, et quoique, parce que visiblement, de toute façon, à ce stade et à ce jour, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas envisagée de façon asymétrique. Et donc, en réalité, nous sommes dans une situation où de plus en plus, et notamment du fait de ces effets d'alliance que nous cherchons à réduire, du fait de notre appartenance à l'Union européenne, eh bien, il est évident qu'il serait absurde d'engager le feu nucléaire en étant la France du fait d'un conflit entre l'Estonie et la Russie. Et dans le même temps, nous sommes aujourd'hui théoriquement dans une obligation légale de venir en appui de l'Estonie si jamais celle-ci rentrait en guerre avec la Fédération de Russie, nous soumettant à la possibilité qu'à tout moment la Fédération de Russie fasse usage de moyens nucléaires. Et si nous écartons cette hypothèse, eh bien, de nous retrouver dans une situation de guerre conventionnelle avec la Russie. C'est évidemment ce contre quoi nous luttons, à l'inverse de nos dirigeants actuels, c'est-à-dire nous faisons tout pour éviter de nous retrouver dans une situation comme celle-ci. Et donc, c'est une des raisons principales de notre proposition d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, car nous voyons bien que les mécanismes similaires à ceux de la Première Guerre mondiale sont en train de se mettre en place à nouveau, mais aussi un élément qui doit nous amener à réfléchir sur l'adaptation de notre modèle d'armée qui ne tiendrait pas plus de quelques jours dans le cas où une guerre conventionnelle de cet ordre était engagée. Merci beaucoup, Juan. Une question, si possible, avant de donner la parole à nos dernières abeilles qui prendront la parole ce soir. Pour être un vrai creuset républicain, il faut absolument que la conscription nationale ne puisse être évitée, ni sur la base du volontariat, ni sur une base censitaire. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué des émeutes lors de la guerre de sécession aux États-Unis et de la mise en place de cette conscription. C'est que, pour parler communément, les fils de riches se faisaient exempter au profit des fils de pauvres. Deuxième point, dans le cadre de ce service militaire obligatoire universel, quels critères permettraient de choisir les appelés? Et comment concilier l'égalité, y compris l'inclusion des femmes, avec la continuité, et c'est surtout ça le point intéressant ici, la continuité de la vie civique quotidienne. Comment faire en sorte que ces appelés ne soient pas complètement décorrélés de la vie civile? Une question issue du chat. On pourrait déjà y répondre en parlant de la conscription romaine, hein, puisque je rappelle conscriptio,
Ça vient du latin. Et les légions venaient du verbe legere, donc c'est-à-dire lever les légions. On levait les citoyens pour la période de la guerre allant de mars à octobre. Merci pour ces questions issues du chat. Gigi, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Je me demandais, voilà, je pose une question et une réflexion, vu qu'on est en train de s'atteler à une refonte de nos sociétés. Est-ce qu'il voudrait pas mieux penser à une circonscription circonscrite? Je m'explique. Une organisation style Guardia Civile, mais qui parte de nos territoires, nos communes, et donc nos mairies, dans lesquelles il y aurait effectivement un levier, mais qui ne serait pas seulement de style militaire, mais aussi civil, donc un génie militaire, un génie civil, mais qui l'opère dans les territoires et qui répond à une autorité des territoires. Comme ça, Oui. on Je pourrait... me permets de te couper la parole, pardon. Ce point a déjà été évoqué sur l'intérêt d'un service national plus que d'une conscription militaire obligatoire et l'utilisation de cette ressource matérielle humaine dans les différents services de la nation au sens large du terme. Est-ce que tu as une question Oui. à laquelle on n'avait pas encore pu répondre et aborder? Non, c'était pour ça, pour essayer de vous de faire réfléchir façon territoire, façon de défense des territoires, avec un contre-pouvoir qui pouvait être la défense nationale. Voilà. Merci beaucoup Gigi. Donc effectivement, l'utilisation de ce formidable vivier humain pour servir la nation au sens large du terme. Dernière question de Marcel, on t'écoute. Oui, merci de me donner la parole. Disons que à vous écouter, enfin, je reviendrai, j'abonderai un peu dans le sens de la personne précédente. Il faut, si vous voulez, parce qu'il faut que la conscription fasse envie, que les gens se disent oui, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante pour diverses raisons. Parce que la défense, ce n'est pas que la guerre. La défense, elle a un objectif de maintien, disons, de notre souveraineté dans tous ses attributs, dans tous ces domaines. Alors, on voit bien quand on étudie, si vous voulez, qu'est-ce qui est stratégique pour un pays, on trouve beaucoup de choses. Il faut se nourrir, il faut avoir de l'eau, il faut avoir beaucoup de choses. Effectivement, je dirais, toutes les activités de notre pays sont concernées par le phénomène de défense. Et donc, ma question, c'est de savoir comment sensibiliser favorablement la population française à cette démarche. Parce que la conscription, quand même, c'est aussi un moyen de savoir comment fonctionne une armée, d'avoir un retour d'information. Parce qu'actuellement, on est face à une armée de mercenaires. Si on caricature, mercenaires, j'ai du respect pour les militaires actuels, mais enfin, vu l'usage qui peut en être fait, les projections, les guerres où nous entraînent, on est fort loin, si vous voulez, des aspirations, je pense, de beaucoup de monde en France. Et si on pousse le bouchon encore un peu plus loin, on s'aperçoit, si vous voulez, que tout ce monde est à la disposition du complexe militaro-industriel, et on est alors à ce moment-là fort loin de tout contrôle démocratique, fort loin de tout creuset républicain, comme ça vient d'être dit. Donc, ma question est de savoir sensibiliser largement, et ça rejoint un peu la remarque de Gigi, il faut être sur les territoires, il faut être partout, faut avoir je pense qu'il ne faut pas repenser la conscription simplement dans la guerre, c'est le recours ultime. Il faut le penser dans le sens de la défense, de la souveraineté. La guerre, c'est ultime. Un service de souveraineté nationale au service de la nation. Voilà, et sensibiliser la population française à ça. Voilà, merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et j'attends une réponse de M. Branco à ce propos. Juan va effectivement conclure les interventions de ce soir. Merci beaucoup. Bon, d'abord, vous remercier collectivement pour ce débat enrichissant qui a suscité moins de clivages de ceux auxquels je m'attendais. C'est un peu comme le débat d'il y a 2 semaines sur la question de la laïcité. On voit que ce sont des sujets qui sont devenus tabous dans l'espace public. Ils ont été tellement instrumentalisés par des forces politiques qui s'adossaient à un camp, la droite, la gauche, nationalistes, les anti
Ah, Juan, on ne vous entend plus. Est-ce Peut-être que vous m'entendez? là, on s'est revenu, effectivement. Ouais. On Il y a dû était avoir on a été coupé sur l'instrumentalisation par certains courants politiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a abandonné la possibilité, ou en tout cas l'envie de générer à nouveau du consensus sur ces mesures-là, qui ne sont, ou ces questions-là, qui ne sont utilisées qu'à des fins, à l'inverse, de dissensus, de clivage et d'affirmation identitaire par des forces politiques qui visent à satisfaire leur propre camp. Or, la confrontation d'idées d'apparence contradictoires, ou en tout cas, et le renversement des perspectives est au cœur de notre démarche ici au sein des ruches, c'est-à-dire qu'on cherche à réconcilier la population française avec elle-même et à retrouver en fait un fondement commun. Et donc, évidemment, après la laïcité, cette question-là m'apparaissait fondamentale et nécessaire. Et ce que je sens, c'est qu'en tout cas, il y a une volonté d'élaborer et de s'interroger sur l'hypothèse qui est proposée. Et ce que je propose, c'est qu'en fait, on crée aujourd'hui des groupes de travail sur cette question, sur les différentes modalités qu'il y aurait à avoir. J'ai vu sur les commentaires qu'il y avait des remarques sur le fait que les femmes n'étaient pas soumises au service militaire en Corée du Sud, mais que cela justement a été remis en question par une partie de la population. J'ai vu que d'autres nous ont rappelé des exemples historiques ou des contradictions qui pouvaient naître selon les modalités qui sont appliquées. Je propose qu'on continue à réfléchir sur ces sujets à la fois sur le Discord et dans les ruches locales, que des notes soient élaborées avec différentes propositions de modalités qui seraient soumises au choix des Français, notamment sur ce point crucial qui a été abordé par nombre d'entre vous, sur la question d'un service strictement militaire ou d'un service national plus large, qui intégrerait un moment qui serait l'équivalent du moment des classes, qui, dans mon souvenir, était de 2 mois lorsque le service militaire a été aboli, où là, il y avait un creuset absolu et un passage obligé pour l'ensemble des personnes, quelles que soient leurs conditions ou les exemptions auxquelles elles pourraient se rattacher par la suite. Et je pense qu'il est important, en effet, que dans que cet élément soit réfléchi et qu'on propose peut-être des solutions hybrides qui nous permettent de proposer non seulement juste une idée, mais aussi une modalité ou des modalités d'application, y compris divergentes, avec plusieurs modèles qui pourraient être suggérés. Parce que, je le rappelle, notre ambition est de rendre le pouvoir et la parole au peuple français, mais aussi de nous constituer en force politique capable de faire des propositions ensuite qui fassent que l'orientation que nous souhaiterons donner à la France puisse être représentée et défendue au sein de l'espace idéologique et public français. Il ne s'agit pas de croire naïvement dans l'existence d'un peuple qui, en soi, aurait non seulement des idées, mais une structure profonde et une orientation, mais d'avoir à l'esprit que tout peuple a besoin de se constituer, qu'il a besoin de se réfléchir et que nous aurons un rôle à jouer à cet égard. Donc voilà, je voulais vous remercier pour vos contributions, pour ces échanges. Je vous donne rendez-vous pour qu'on refasse le point sur cette question et qu'on échange en général sur d'autres sujets dans 2 semaines, dans le cadre de ces causeries du vendredi soir que nous avons mis en place. Merci beaucoup, Juan. Donc, effectivement, on vous l'a dit, ce format va perdurer en parallèle des Agora. Donc, un format un peu plus privilégié, un peu plus direct, avec Juan qui vient intervenir sur des sujets et qui ouvre. C'est vraiment ça l'important, qui ouvre un champ de débat. Le débat continue entre nous lors des prochaines soirées dans les salons. Donc, je vous invite tout de suite après la conférence à rejoindre les salons vocaux et à poursuivre ces échanges qui ont été extrêmement intéressants. Cette conférence, je le rappelle, était enregistrée. Elle se retrouve sur notre chaîne Agora. Un grand merci à Juan, un grand merci à tous pour vos participations et vos prises de parole qui ont été cadrées, concises, respectueuses. Tout ce qu'on aime sur ce forum Discord R00. Merci à tous et une très bonne soirée. On se retrouve sur le forum, sur le Discord et dans les salons vocaux. Bonne soirée à tous. C'était Remus pour la prochaine Agora.